Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Horizon Voile. Aujourd'hui, voici le premier épisode de votre nouvelle série Paroles de skipper qui consiste à réaliser l'interview d'un skipper de toutes les classes de bateaux. Et pour ouvrir ce nouveau feuilleton, j'ai eu la chance de pouvoir interviewer Pierre Quiroga, le skipper de l'Ocean 50 WeWise et second de la dernière Transat Café L'Or. Entre son début de carrière, ses 2 expériences en Ocean 50, son rêve de route du Rhum mais aussi de trophée Jules Verne, retrouvez dans cette vidéo un entretien exclusif de ce skipper très humain. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à venir me suivre sur mes réseaux, Facebook, Instagram et TikTok. Tous les liens sont comme d'habitude en description. Et sur ce, on y va pour la vidéo. Avant de commencer, petite présentation de notre invité du mois, Pierre Quiroga, 33 ans, est né en 1992 sur la Côte d'Azur. Très vite, il développe une passion pour la mer et s'intéresse à la voile. Il gravit les échelons sur le catamaran familial, puis en optimiste où il participe aux championnats du monde, ainsi qu'en laser et en 470. Il se consacre ensuite au match racing, où il s'offre un titre de vice-champion d'Europe en jeune, puis à la voile olympique. Il décide de se lancer dans la course au large à 24 ans en 2016, et est sacré champion de France bisu de course au large, et remporte 2 ans plus tard le concours skipper massif. Il devient skipper en Figaro, enchaîne les places d'honneur jusqu'à la consécration en 2021, année d'un sacre historique sur la solitaire du Figaro, avant de prendre une expérience de co-skipper en classe 40. Fasciné par les trimarans océaniques, il prend en 2023 la barre de l'Ocean 50 Viabilis Océan, avant de devenir en 2025 skipper d'un autre bateau au sein de la classe, c'est le projet WeWise chapeauté par l'écurie d'un certain Sébastien Rogue. Pour la suite de sa carrière, le Marseillais ambitionne peut-être de prendre part à une prochaine tentative de trophée Jules Verne, il nous en parle en fin de vidéo. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions déjà. Parce que... T'étais venu à Paris dans une démarche sympathique, donc il n'y a pas de souci. Bah écoute, on va commencer sans plus tarder. Est-ce que tu peux commencer par te présenter un petit peu dans les grandes lignes? Ouais, pas de souci. Et bah écoute, je me lance après cette petite présentation. Moi je m'appelle Pierre Quiroga. J'ai 33 ans, je suis skipper en course au large, avec la particularité d'être un skipper méditerranéen. On n'est pas beaucoup dans le milieu. Et voilà, j'ai fait, après être passé par le sport-études en équipe de France de vol olympique, en sport-études, après j'ai fait Pôle France à Marseille. Et puis j'ai découvert la course au large en 2018, à l'occasion de la rencontre avec le Centre d'entraînement de Méditerranée. Et c'est là où je suis lancé dans l'aventure Figaro, qui est quand même un circuit assez médiatique et connu en France. Et c'est là où j'ai fait mes faits d'armes, avec notamment une victoire de la solitaire du Figaro en 2021. Et puis 2 podiums sur des transats ex-Café L'Or, maintenant pour ex-Transat Jacques Vabre, maintenant Café L'Or. J'ai terminé 3e, puis 2e l'année dernière en Ocean 50 en trimaran. Voilà, pour les très très grandes lignes, puisque au cours de 15 années de carrière sportive, passé à sillonner les mers, j'ai évidemment pas mal de courses à mon actif, mais pour les grands faits d'armes, je viens de te les donner. Donc voilà un petit peu pour une présentation sportive de ma personne. Et de cette particularité qui doit faire donc beaucoup d'allers-retours entre la Méditerranée et la Bretagne, puisque la course au large, on sait bien, et avant tout en Bretagne que ça se passe, et en Bretagne qu'elle est née, et donc je n'ai pas encore réussi à exporter cette discipline dans mon pays de cœur, autour des îles d'Or, à Gare-les-Palmiers. Donc en attendant, je m'adapte. Les allers-retours, ça représente une vie un peu particulière. Mais j'ai la chance de vivre de cette passion qui est la voile, de toujours être sollicité pour mes performances sportives. Je suis pas un des skippers
qu'on appelle pour booster uniquement sa communication, pour faire des coups de com'. On peut le voir de plus en plus dans la course à large. Je suis vraiment appelé pour aller chercher des titres, aller chercher de la performance. Et j'ai la chance d'avoir eu de beaux sponsors derrière moi et d'en avoir encore aujourd'hui. C'est vrai que du coup tu l'as dit, du côté de la Méditerranée, forcément la course au large c'est pas ce qu'il y a de plus présent. Donc enfin toi tu commences plutôt par un parcours assez atypique pour le coup. Tu commences avec du match racing, de la voile olympique. Et qu'est-ce que ça a pu t'apporter dans ton bagage de skipper de course au large? Ah, j'aime bien tes questions. Tu les as travaillées plus tard. T'as regardé un petit peu mon passif. Tout à C'est vrai fait. que souvent les gens s'attardent un petit peu trop sur voilà, t'as performé en Figaro, t'as gagné ici, t'as gagné ça, mais en fait tout ça s'explique de mon parcours précédent et notamment de l'Olympisme. En fait, ça part presque de l'optimisme, j'ai envie de te dire. J'ai eu la chance de représenter déjà la France et de faire le championnat du monde optimiste en 2007. Et à la suite de ça, j'ai été sélectionné en pôle espoir, j'ai fait de l'olympisme. Tout ça pour en venir de l'olympisme, puis en parallèle du match racing avec des beaux titres, puisque 4e champion de Wimbledon, vice-champion d'Europe de match racing, plusieurs titres français, espoir. Et en fait, tout ça, ce circuit, parce que même le match racing est associé quand même à de l'olympisme, en fait, on associe ça à des méthodes, à des structures qui sont beaucoup plus présentes que dans le monde de la course au large. Aujourd'hui, tu vas en Pôle France, par exemple, à Marseille, tu as un calendrier sportif qui est prédéfini, t'es déjà très suivi, que ce soit physiquement, physiologiquement, t'as des entraînements qui sont très structurés. Et en fait, ça va t'apporter une méthode que j'ai apportée à la course au large, que j'ai emmenée avec moi dans mes bagages vers la course au large. Et donc, dès que j'ai mis le pied sur un bateau océanique, offshore, en Figaro 2, et ben, j'ai appliqué ces méthodes d'entraînement et j'ai très vite progressé. Et c'est ça qui m'a donné, quasiment dès la première année, des armes pour pouvoir me battre avec les grands noms de la course au large. J'avais ce bagage technique et stratégique qui m'a permis de me battre, même si le bateau je ne le connaissais pas. Ça m'a permis d'être aux avant-postes, en tout cas sur des courses courte durée. Et j'ai mis plus de temps à m'adapter à cet exercice de course océanique offshore. Dès que ça dépassait 2 jours, 3 jours, ça devenait beaucoup plus compliqué. Davantage, la balle repassait à l'avantage des skippers plus aguerris, plus anciens. Mais assez vite, j'ai pu me battre avec eux sur des courses très courtes. Et ça, c'était vraiment lié à mon passif de sportif de haut niveau en voile olympique. Quelles sont les motivations qui t'ont fait passer de la voile de régate à la course au large? Pourquoi est-ce que tu t'es dit ça y est, j'ai envie de me lancer vraiment dans le offshore? Des déceptions en olympisme. On sait que pour atteindre ce Graal qu'est les Jeux Olympiques, c'est une place tous les 4 ans parmi beaucoup. On m'a fait comprendre que la place, il fallait qu'elle mûrisse, il fallait qu'il y avait beaucoup de temps à venir avant de se sélectionner. J'avais alors 22 ans. Et financier, parce que on le retrouve beaucoup dans les fédérations. Le sportif professionnel en voile, il est quand même pas très bien sa vie en France. Alors qu'en course au large, il y a un vrai développement économique autour de la performance du sportif. Et ça, ça a été un choix décisif puisque j'avais fait 5 ans d'études de commerce et à la suite de ça, je me disais aussi d'avoir une carrière intéressante. Ce côté course au large, gestionnaire de projet, permettait aussi d'utiliser mes études dans le sens où je pouvais mener un projet professionnel comme une petite entreprise. Aujourd'hui, autour d'un trimaran, on est 5 à 8 personnes à travailler quasiment à temps plein. Ça permettait d'avoir ce côté gestionnaire et de clairement bien mieux gagner sa vie pendant la cuisine. C'est ce qui m'a fait basculer. En 2018, le premier tournant de votre carrière, c'est que vous remportez la sélection du skipper Massif. Et du coup, cette épopée avec Massif, en fait, elle te mène à une victoire historique sur la solitaire du Figaro en 2021.
forcément une consécration pour tout marin qui tend vers le grand large. Est-ce que pour toi, c'est un tournant de ta carrière? Ouais, clairement, en fait, comme tu l'as dit, j'ai fait une performance qui pas passer inaperçue, mais qui est quasiment, moi, à titre personnel, une des plus belles performances que j'ai fait. Les concurrents, j'avais, pour donner des chiffres, 62 000 euros de budget, quand la moyenne des autres budgets était autour de 180 200 000 euros. Et donc, j'ai réussi à porter haut les couleurs du SEM et du bateau Figaro Line à cette époque. Et la Massif, là-dessus de lui, m'a embauché à la suite de ça et m'a donné les moyens d'aller chercher plus loin, plus de performances. Et ça s'est conclu magnifiquement par cette victoire. Donc c'est vraiment un film, ça a été un déclenchement, et la Massif a été un tremplin parfait d'accessibilité, parce que dans un sport mécanique, il faut des moyens pour développer, pour s'entraîner, et la Massif a tout donné pour réussir, et j'ai réussi en 2021. Est-ce qu'à ce moment-là, tu avais déjà dans l'arrière de ta tête un petit rêve de Vendée Globe, par exemple? Pas du tout. Moi, le Vendée Globe, ça m'attire pas plus que ça, parce que déjà les bateaux, je les trouve pas aboutis. C'est des bateaux qui volent pas vraiment, mais qui volent un peu, qui sont très durs. Ils ont plus grand-chose à voir avec de la voile. Ils demandent beaucoup de technologie, beaucoup d'équipes qui sont très 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 lourds de logistique pour aller s'entraîner. Bref, c'est pas des bateaux que j'apprécie. Donc le Vendée Globe, c'est aussi une grosse part d'aventure et moins de sportifs. Ils sont 4-5 projets à se battre sportivement pour la victoire, mais pas plus. Et moi, sortant de l'Olympique, sortant du Figaro, il me faut cette dynamique sportive importante. Donc, ça m'intéresse pas. Aujourd'hui, je suis vraiment sur le support qui réunit ce que je veux dans la course au large. Donc, voilà, dans les golfs, c'est pour beaucoup, mais c'est pas pour moi. Si une opportunité se présente, elle sera peut-être difficilement refusable, mais en tout cas, c'est pas un objectif en soi. Donc toi, plutôt multicoque directement. Ça a été un petit peu pas comme une évidence, mais presque. Ouais, multicoque directement. C'est sûr que ça a été une chouette opportunité de pouvoir monter rapidement sur ces trucs. On retrouve un petit peu dans ces multiclubs, les bateaux sont légers, très rapides, des plus rapides, à taille équivalente de tous les bateaux de course au large. Et on y retrouve des sensations qu'on peut retrouver en dériveurs. On a des jeux de régate qu'on peut retrouver aussi en dériveurs, c'est des courses à la journée. Mais on traverse aussi l'océan. Ça réunit tout un panel de compétences et de disciplines que j'apprécie par mon passé. Avant d'avoir ton expérience actuelle du coup chez au team WeWise, t'en as connu une autre auparavant avec chez Viabilis, et tu vis une fin d'histoire difficile avec eux, où en fait tu fais que 10 mois au lieu d'un contrat de 4 ans à la base, et malgré de très bons résultats. Est-ce que aujourd'hui tu regrettes un peu cette expérience, ou est-ce qu'au final elle t'a fait grandir, elle t'a fait devenir meilleur? Ah ouais, non, je regrette pas du tout. Elle m'a fait grandir, elle m'a fait me développer. C'est une histoire effectivement qui s'est écourtée, qui s'est plutôt prévue. Mais c'est aussi là qu'on rentre dans le monde de l'entreprise. Il y a des fois des entreprises qui sont pas adaptées à ta façon d'exercer, à ta vision. Et donc, plutôt que de continuer dans la douleur, il faut arrêter, se séparer et repartir sur de nouvelles bases. C'est ce qui m'a permis, c'est ce que j'ai pu faire. Le destin est quand même bien fait, puisque mon rêve en intégrant de la vie, c'était de faire la route du Rhum. Et finalement, je vais pas le faire sous leur nom, mais je vais le faire sous mon Waze. Et c'est très bien pour eux, c'est très bien pour moi. Et donc voilà, il n'y a pas d'animosité sur ce point de parcours pour ma personne. Donc oui, tu l'as dit, tu as pour projet d'accomplir en fin d'année ton rêve d'enfance en participant à la route du Rhum en trimaran océanique. Est-ce que ça représente quoi comme sentiment, comme ambition aussi pour toi, parce que toi qui vises évidemment la performance, qu'est-ce que tu voudrais aller chercher sur cette route du Rhum? Évidemment la victoire, c'est ce que j'ai annoncé, c'est ce que je me prépare à mettre tout en œuvre pour y arriver. Ça demande beaucoup d'engagement, de sacrifice. Je me prépare mentalement, psychologiquement, physiquement.
avec ton équipe, parce que c'est des bateaux qui sont plus gros, donc forcément tu as besoin d'une équipe support qui est à fond derrière toi. Je suis pas du tout dans l'émotion, en tout cas pas encore dans l'émotion de me dire que c'est la course de mes rêves, ça va être une course parmi une autre que j'ai envie de gagner, une course importante, une course qui peut marquer mon palmarès avec une ligne supplémentaire importante à mon palmarès. Maintenant, je la prépare comme toutes les courses que je peux préparer, c'est de leur meilleure des manières avec toujours ces méthodes tirées des années olympiques. Je voulais te poser une question quand même, dans le contexte actuel. Ultime ou IMOCA? Est-ce que tu préfères un trophée Jules Verne ou un Vendée Globe? Ah, c'est une sacrée question. Écoute, en plus, on est en plein actualité avec Sodebo qui vient d'arriver. J'ai eu la chance d'approcher, de flirter avec cette team, avec cette shortlist qui aurait pu partir au départ d'être le trophée Jules Verne qui m'ont remporté. Et à titre comparatif, je me demande de choisir entre un Vendée Globe ou un Jules Verne, sans aucune indication. Le Jules Verne est au-dessus de la liste, de par sa notion d'équipe, sa notion de... Voilà, il n'y a pas de règle, c'est un tour du monde le plus rapidement possible, sur des trimarans, beaucoup d'arguments qui font que j'hésiterai pas une seconde entre les deux. Le circuit ultime aujourd'hui, est-ce qu'il t'intéresse? Est-ce que tu préfères, imaginons que hypothétiquement tu l'intègres demain, est-ce que tu préférerais l'intégrer dans un équipage vraiment, ou en tant que co-skipper, ou est-ce que pas carrément prendre la barre d'un ultime et devenir responsable d'un projet? Non, si j'étais aujourd'hui, si je devais intégrer, alors l'ultime c'est autre chose. Hein. Il y a 4 bateaux, 5 bateaux, c'est des budgets qui sont monstrueux, des équipes énormes. Je sais de quoi je parle puisque j'étais en coloc avec Tom Laperche. C'est pas si simple, c'est beau sur le papier, mais c'est sûr que c'est des bateaux qui sont très compliqués. Encore une fois, si on parle du nombre de jours de navigation, ils doivent pas dépasser les 40 jours à l'année, quand nous on en fait quasiment plus de 100 à 120 en Ocean 50. Donc aujourd'hui, tu vois, à 33 ans, j'ai pas envie de switcher trop vite de support. Je suis très bien là où je suis. Je me développe comme je le souhaite. Et donc le circuit m'intéresse largement. Maintenant, effectivement, d'ici quelques années, et ça peut arriver très vite, le rôle de co-skipper, parce que skipper, c'est un peu compliqué, le rôle de co-skipper sur ce type d'engin pourrait être une phase de ma carrière, qui pas mal. Que penses-tu de ce record décroché par Sodebo il y a quelques jours de ça? Bah écoute, incroyable, mérité. Ensuite, j'ai beaucoup de copains à bord. Donc, c'est un aboutissement pour Thomas Colville beaucoup d'années, d'un bateau qui était pas forcément bien né. Et donc, ça prouve que quand on force un peu le dessin, quand on manie bien les choses, même avec les armes qui sont pas les meilleures, on peut réaliser de très belles choses. Et donc, ça me procure beaucoup d'admiration pour lui, pour son team, pour les sponsors. Et je suis très, très, très heureux que ce record ait enfin été battu. En plus, il est une porte ouverte parce qu'il est toujours au-dessus des 40 jours. Et donc, on peut imaginer que le prochain détenteur du trophée Jules Verne sera sous cette barre des 40 jours. Et ça apportera une histoire encore incroyable. On pensait ce record très, très difficile à battre, impossible presque. Malgré une planète météo plutôt favorable, mais pas extraordinaire, ils ont réussi à le battre de quelques heures. Donc, c'est cool. Ça donne envie. Est-ce que... Ah bah, j'imagine bien. On l'a vu là ces derniers temps, il y avait un ultime en conception, le nouveau Gitana 18. Est-ce que pour toi c'est une révolution technique ou au contraire est-ce que c'est un projet plutôt à risque avec toutes les innovations, je pense notamment aux foils par exemple. Quel est ton avis sur ce nouveau bateau? Non, c'est pas une révolution, on passe pas tu parlais du trophée Jules Verne, on passe pas d'un e-deck qui était un non-foiler avec Groupama 3 non-foiler à un bateau qui va foncièrement voler différemment. Les foils sont très différents, mais ça veut pas dire qu'il va voler très différemment du reste. Effectivement, il va gagner en perte. On attend un vrai gain de leur part. Maintenant, c'est pas non plus une révolution complète. On s'attend à un bateau plus stable, qui va quelques nœuds plus vite, mais
Mais voilà, c'est toujours, c'est toujours beau, c'est toujours attirant, c'est toujours intéressant de voir sortir et émerger des si beaux bateaux qui demandent autant d'heures de fabrication que de conception. Maintenant, je n'entends pas parce que ce soit une grande révolution, il va gagner un peu en performance. On ne va pas naviguer au-delà des 50 nœuds en permanence. Est-ce que tu penses que dans le domaine du multicoque océanique, aujourd'hui, prendre la barre d'un ultime, c'est l'objectif vraiment ultime, justement, pour tout passionné de multicoque? Pas forcément. Par exemple, Cedrock, il a aimé faire toute sa carrière au sein de la classe Ocean 50. C'est une classe qui est, comme je l'ai dit, plus proche de son partenaire, plus accessible, plus à taille humaine, avec moins de contraintes techniques. C'est plus partout. Mais ça permet aussi de se développer un peu mieux partout, dans la relation partenaire notamment, dans la préparation personnelle de la course, des courses. Donc non, c'est pas une question aussi d'opportunité. Je veux dire, aujourd'hui, trouver des budgets d'ultime, c'est aussi une part de chance qui est importante. Et ça, tu ne l'as pas toujours. Donc, quand la part de chance est importante, tu ne peux pas considérer ça comme un but ultime. Quand tu vois tes anciens confrères, comme par exemple Anthony Marchand ou Tom Laperche, avec qui t'as évolué du coup en Figaro, arriver à un accomplissement pareil aujourd'hui à la barre d'un ultime, qui sont quand même parmi les deux plus puissants du circuit, qu'est-ce que tu leur souhaites? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça t'inspire? Alors, si la question c'est est-ce que ça me donne envie ou est-ce que je les jalouse ou est-ce que j'aurais envie d'être à leur place? Pas du tout. On est toujours en contact très fréquent, c'est des amis proches. Et tu vois, ils me jalousent presque de temps en temps, je suis lié par la facilité de gestion technique du bateau, de gestion de la navigation. Eux sont en manque de navigation, alors que nous, on est en overdose de navigation. Donc là, on évolue au gré des vents dans notre secteur d'activité. Et ça les a amenés à l'ultime aujourd'hui. Mais regarde, tu prends l'exemple de Nicolas Huneven, il a fait un Vendée Globe sur un des derniers Friders et finalement il revient en Figaro, donc ça continue à faire des carrières. Il n'y a pas de carrière sportive pure, il n'y a pas d'accomplissement en termes de taille de bateau, c'est une évolution de carrière, des titres, des victoires plus que des machines qui sont sous tes pieds qui te font avancer. Et donc toi, aujourd'hui, en 2026, demain on vient te voir pour potentiellement participer à une tentative de trophée Jules Verne. Ça rentrera clairement en compte dans le championnat. C'est plutôt moi qui vais aller voir les équipes pour mettre ça en place, mais ça fait partie des objectifs des prochaines années, ça c'est certain. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette saison et pour la suite de ta carrière, notamment en Ocean 50? Tout simplement de gagner la prochaine Route du Rhum, déjà la finir, la gagner et continuer à faire des belles courses comme j'ai pu le faire sur les dernières années en Ocean 50. Eh ben écoute, merci beaucoup, on te le souhaite en tout cas. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Je suis assis dans l'avion prêt à décoller pour mon aérovie, donc c'est parfait.